je pose une première question. Bon, il y a deux questions en fait. Quelle serait quelle est la différence entre le processus qui a amené à la création de cette pièce et le processus que tu aurais pu entreprendre hors de pandémie? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est quelque chose que... Et déjà, bon, il y a la différence de quel processus? Comment est-ce que tu fais pour démarrer une création d'une pièce musicale? Mais oui, il y a une différence. Mais je vais parler un peu du processus dans lequel s'est créée cette pièce. En fait, c'est mon ami Leandro Ragusa qui joue du bandoneon, qui vit à Buenos Aires et que j'ai rencontré à Montréal. Il est venu faire des concerts de tango à New York, Montréal. Puis il était un peu sur un beat où il viendrait 1 à 2 fois par an. Et on avait prévu toutes sortes de projets ensemble dans le futur. Puis là, la pandémie, elle a eu aussi cet aspect particulier qui nous a tous touchés en même temps, où qu'on soit. Et assez vite, en fait, c'est lui qui m'a proposé ça. Il m'a dit, viens, on fait quelque chose, on compose, on enregistre la musique à distance. Et c'était un peu, pendant le premier confinement, là, c'était un peu la mode chez les musiciens. Tout le monde, il y a beaucoup de gens dans les musiciens que je connais publiaient des affaires. Et c'était très créatif tout ça. Puis nous, on l'a vraiment fait à notre rythme et c'était long. Entre l'idée de base et la sortie de l'enregistrement, il s'est presque passé 1 an. On l'a sorti au mois d'avril, je crois, 2021. Et pour toutes sortes de raisons, parce que en fait, parce qu'on avait une vie, on faisait d'autres choses, et moi, je vais revenir sur la genèse. On a décidé de quels instruments on voulait. Donc lui, il voulait vraiment du piano. J'ai dit, ok, on va mettre du piano. Moi, je voulais qu'il y ait de la percussion. Puis j'ai proposé de proposer à un ami à moi qui joue de la clarinette basse, qui vit en Bretagne. Donc c'est un peu fait comme ça, moitié entre nos envies, moitié entre les gens qu'on connaissait. Et il avait envie que ce soit international, donc le pianiste, on l'a trouvé, on a cherché des pianistes japonais, puis on a écrit à 3 personnes, puis il y en a un qui nous a répondu. C'est un pianiste de jazz d'une 40aine d'années qui fait des concerts à Tokyo et qui a accepté de participer au projet. Et donc il y a une violoniste aussi qui, elle est en Suède. Elle joue du violon fiddle folk. Puis le percussionniste, c'est quelqu'un que j'ai vu une fois dans ma vie, qui est dans le public d'un spectacle que j'avais fait en France. Et j'avais vu un peu ses vidéos, je lui ai proposé. Puis bien sûr, voilà, on a fait notre effectif, on a proposé aux gens, puis après on est passé à la phase de composition. Puis là, on savait que c'était une œuvre qui était faite pour être enregistrée avant d'être répétée pour être jouée en concert, mettons. Même si on avait pour but qu'on puisse le jouer en concert plus tard. Elle n'a jamais été jouée en live, mais peut-être qu'un jour elle le sera. Donc ça avait un certain nombre de contraintes. Puis en général, moi j'aime bien assumer les contraintes dans la création. Il y a toujours des contraintes dans la vie. Et moi, c'est plus moteur pour moi que la page blanche, mettons. Qui est éventuellement angoissante, l'absence de contraintes. Donc là, parmi les contraintes, il faut imaginer que chaque musicien va enregistrer chez lui. On va lui envoyer une partition, on va lui envoyer une track musicale, puis c'est que du monde qui a un micro chez lui, puis qui peut enregistrer dans sa chambre, dans son salon. Donc la contrainte, c'était d'avoir un tempo régulier. Ça a l'air de rien, mais il y a quand même beaucoup de musique où c'est pas le cas. Il y a beaucoup de musique où c'est le cas aussi, mais donc j'ai écrit ma pièce, j'ai écrit ma musique, et j'avais envie que... Voilà, ça, je pense que c'était ce qu'il y avait de spécifique au fait que ce soit en pandémie. Et après, sinon, j'ai fait ce que j'aurais fait s'il n'y avait pas eu de pandémie, c'est-à-dire écrire avec mes idées. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Oui, et par rapport au désir de faire la composition, donc c'était... Et au désir, comme tu l'as dit un peu dans
dans mon parcours, là, j'ai quand même... la plupart de mes compos dans les dernières années, c'était beaucoup pour des commandes, pour des collaborations de spectacles, tout ça. Donc ça vient souvent par soit une rencontre ou une motivation extérieure. Et là, c'était aussi le Et là, c'était aussi le cas, ouais. Mais je pense que s'il ne l'avait pas fait, je ne me serais pas lancé tout seul là-dedans. Mais ça répondait aussi à un désir que j'avais depuis longtemps de faire une pièce vraiment purement musicale qui ne soit pas associée à un film, à un spectacle. J'en ai déjà fait, mais ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Ça faisait plusieurs années que j'en avais pas fait. Puis ça me travaillait. Voilà. Une dernière question, je passe la parole. Est-ce que donc c'est le bandoneoniste qui a lancé l'idée? Oui. Est-ce que tu avais déjà composé pour cet instrument? Non. Il m'a expliqué des choses. Donc il y a son désir. Ouais, lui il fait partie. C'est un axe central de la. On l'entend beaucoup. Ouais. En plus. Ouais. Non, c'est un musicien avec qui j'ai déjà joué. On avait beaucoup parlé de musique, de composition, de bandoneon, de toutes sortes de choses, d'improv, de jazz, de tango. Non, j'étais content d'écrire. Justement, j'étais ravi de ça, donc c'était nouveau. Donc c'était une exploration. Donc c'est ça, il m'a expliqué quelle note la plus aiguë il peut faire à la main gauche, quelle est la note la plus grave qu'il peut faire à la main gauche, ce genre d'affaires. Puis j'ai tenu compte de ça. Quand je lui ai envoyé une version de la partition, il m'a fait 2-3 retours. Il m'a dit ça sonnerait peut-être mieux. Il m'a montré les deux. J'ai dit ah oui c'est vrai, ça sonne mieux. Ok, on part là-dessus. Okay. Ouais. Et moi je voudrais te demander, Maëlle, en fait, tu expliques que vous avez, tu as envoyé les partitions comme ça à tout le monde, chacun dans son coin de pays. Ouais. Et comment tu as fait pour faire tenir ce morceau, en fait, pour l'assembler, pour le faire tenir et parce que tu m'avais dit que tu avais dû faire un peu de magie. Alors, ouais. est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose là de particulier à la création de ce morceau-là? Ouais, j'ai eu deux phases de création. La première, c'est que j'ai écrit une partition et j'ai enregistré tous les instruments avec des sons virtuels faits sur mon ordinateur. Et j'ai envoyé à chaque musicien la musique sans son instrument à lui et la partition. Et donc chacun a enregistré. Et dès que j'en recevais une, je l'intégrais au mix, j'enlevais l'instrument virtuel, je rajoutais le vrai instrument. Et donc au fur et à mesure que les musiciens enregistraient en dernier, ils pouvaient s'enregistrer avec au-dessus des enregistrements précédents des autres. Ouais. Et après, moi, j'ai récupéré tout ça. Et c'est vrai que des fois, il y a des trucs qui ne marchaient pas vraiment. Des problèmes de décalage, mais c'est normal. Parce qu'il n'y a pas de répétition, parce que c'est difficile. Et donc, oui, j'ai utilisé des petits outils de montage sonore pour recaler ce qui avait à l'être. Et donc, ces décalages comme ça, en tout cas, est-ce que c'est... Parce que moi, je me posais la question de cette différence dans la façon de créer entre faire un morceau comme ça avec des musiciens qui ne se connaissent pas, tu m'avais précisé ça, et à distance, et le fait d'enregistrer avec des musiciens qui sont là en coprésence. Qu'est-ce qui est différent d'après toi? Mais j'avais vraiment envie et conscience de faire un objet enregistré. Donc aujourd'hui, l'enregistrement, c'est beaucoup de production, c'est beaucoup de post-production, c'est un autre mode d'expression que la musique live. Donc j'étais content après jouer avec l'audio et tout ça. C'est un mode qui était spécialement adapté au confinement. Mais il aurait un développement. Il pourrait vivre autrement, se développer autrement s'il était joué. Un morceau qui est joué, une musique qui est jouée plusieurs fois. Ce qui est intéressant, c'est comment elle évolue, comment les gens se l'approprient, comment si tu la joues, si tu fais beaucoup de tournées, tu joues beaucoup, tu joues 10, 15, 20 fois, 50 fois, la 50e, ça sera déjà autre chose.
C'est ça, donc là c'est un morceau qui existe par enregistrement pour l'instant. Ouais. D'ailleurs, ben là c'est peut-être personnel, mais je trouve dans l'écoute du morceau qu'il y a quelque chose qui est toujours relancé comme ça. C'est-à-dire la musique, pour moi le mot qui me venait c'était la relance. Il y a quelque chose de la relance dans ce morceau-là. Je sais pas, est-ce que c'était pour toi? Ben, écoute, j'ai pas travaillé sur la relance, mais je suis content que tu l'entendes comme ça parce que oui, parce qu'il y a un début, il y a une fin, et puis tout le milieu, tu as envie que l'écoute reste attentive, t'as pas envie qu'on s'ennuie. Enfin, j'avais envie de faire un truc qui se tient et puis que les gens aiment écouter, du moins certains d'entre eux. C'est très beau en tout cas. Merci. Quelle question de la salle? Mais peut-être avant ça, je vous remercie pour votre écoute et c'est pas si courant comme exercice de ce qu'on vient de faire en fait, d'écouter de la musique religieusement du début à la fin. Comme un concert, oui, mais ouais. sans... Au Japon, ils font ça. J'étais très surpris. La seule fois où j'y suis allé, il y a des concerts de disques. Ah oui? Ouais, ils passent des enceintes dans des cafés comme ça, avec de la lumière tamisée. Ils viennent servir des tisanes et tout ça. Et les gens écoutent des haut-parleurs, comme au concert, c'est-à-dire silencieusement. Ouais. Donc c'est un peu ça qu'on vient de faire. Est-ce que c'est ton premier concert pour ce morceau alors? Oui, ouais. Ouais. Et aussi l'autre chose que je veux dire, c'est que tu me parles de la relance. J'ai un peu de mal à répondre parfois, mais tu m'avais aussi donné tes retours la dernière fois et j'ai quelques amis qui m'ont fait des retours. Et je trouve ça toujours très intéressant parce que l'intérêt, c'est que les gens se l'approprient, c'est que j'ai pas le contrôle sur la réception du morceau. En vrai, j'ai fait mon truc, mais après, chacun le vit de manière vraiment subjective et c'est ça qui est beau avec la musique. Donc vous pouvez, je suis toujours curieux d'avoir vos retours, quels qu'ils soient. Est-ce que... J'ai une question concernant l'enregistrement, là, où tu as fait le truc sur ton ordi, toutes les pistes, puis ensuite tu envoyais, je trouve ça génial, là, la chanson moins la piste de la personne. Ouais. Est-ce que, puis là tu rajoutais cette piste-là pour la prochaine personne ou pour aussitôt que tu l'avais dans le fond? Ouais. Mais est-ce qu'il y aurait un intérêt ou est-ce que tu crois que ça changerait quelque chose si, à partir du moment où tu as toutes les pièces, là, les instruments, tu refaisais l'exercice? De enregistrer? Oui, exactement, où tu t'enlèves, tu fais le même exercice, c'est-à-dire que tu renvoies la piste, mais sans l'instrument de la personne. Est-ce que ça ferait quelque chose selon toi? Ou... Sûrement. J'aurais pu continuer. En fait, pourquoi ça a duré si longtemps? C'était entre autres parce que des fois, j'ai attendu plusieurs mois pour un enregistrement de musicien et c'était vraiment... ouais, c'est ça. C'est parce que les gens... on a tous fait ça bénévolement et des fois ça a été long d'attendre tout le monde. Donc j'y ai pensé, mais au bout de temps, je me suis dit ça va faire là. Je suis content avec ce que j'ai reçu malgré tout, mais ça aurait pu faire du sens de continuer là-dessus. Et ça m'a fait penser à un autre truc, c'est que c'est quand même ludique et que ça serait possible de, tu sais, un peu comme le jeu du cadavre exquis là, où ça m'a fait penser dans ce mode de production, disons, de pouvoir explorer d'autres formes qui soient plus sous forme du jeu, où on pourrait par exemple faire des propositions et envoyer juste une partie à quelqu'un d'autre, puis voir ce qu'il a proposé, puis faire comme ça impliquer peut-être les autres aussi dans de la création. Enfin, voilà, c'est plus à germer pour plus tard. Est-ce que c'est ça que tu voulais demander? Oui, c'est où et qu'est-ce que ça l'aurait apporté? Même si tu ne l'as pas fait, qu'est-ce que tu pouvais imaginer que ça l'aurait apporté? Typiquement, par exemple, le violon et la clarinette,
parfois ils jouent la même chose, le même thème, la même mélodie, et ils n'avaient pas la même façon de phraser. Et donc le premier qui a enregistré, je pense, c'est la clarinette. Il a fait ça sur la maquette, sur les faux sons. Et la violoniste a enregistré par-dessus lui, mais c'est sûr que si je lui avais donné la track de la violoniste, il aurait joué différemment. Voilà. Une question. Oui. Je suis restée avec ce que vous avez dit au tout début, que ce n'est pas la même chose discuter par la suite que discuter, écouter. Je pense que chacun pouvait dire pourquoi, mais pour vous alors, quelle est la différence? J'ai lu beaucoup de livres de musique, par exemple, pour mes études, tout ça, et dès que ça mentionne une œuvre et que ça commente une œuvre et que je l'ai pas dans l'oreille, ça me parle pas. En fait, je trouve que parler de musique sans savoir à quoi on fait référence, je trouve que ça... Les mots remplacent jamais les sons, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, là, je commence un doctorat. On a une discipline en théorie musicale qui s'appelle l'analyse musicale. Je ne pouvais pas ne pas le mentionner. Et donc, c'est comment décrire les procédés musicaux, disons, avec souvent des termes techniques, mais il y a aussi des recherches pour pouvoir utiliser du langage plus moins spécialisé, disons. Et c'est ça, je voulais en venir avec ça, l'analyse musicale. Mais c'est à vous, en ayant écouté, vous faites tous de l'analyse musicale en quelque sorte, en décortiquant. Enfin, donc, juste la personne qui essaye de comprendre et essaye de décortiquer, fait de l'analyse. Et il décompose la musique, là, ou si on parle avant d'entendre la musique, on la compose. Ouais. En psychanalyse, on a cette expression capitonner. Une fois qu'on arrive à la fin, que ça donne sens à tout ce qui était dit. Ça me fait penser qu'il faut écouter pour faire sens si on discute avant ce qui était dit auparavant. Donc je suis d'accord avec vous qu'écouter votre pièce a permis mieux articuler avec ce qu'on dit. Ça aurait pu marcher dans l'autre sens aussi, hein. Ça aurait pu faire une introduction, ça aurait pu donner attiser la curiosité. Oui. Je l'ai pas. Et c'est vrai que chacun s'approprie. Par exemple, moi, la question que j'ai posée pour le bandoneon, c'est parce que j'ai entendu quelque chose, un désir très fort de cet instrument, de se faire pressant. Et quelque chose, c'est pour ça, pour revenir à la question du désir, finalement, donc, pour toi, la situation pandémique, est-ce qu'il y a pour quelque chose dans cette composition? Oui. Peut-être pas. Non, je ne sais pas. Ouais. C'était l'occasion, en tout cas, c'était un propulseur. Un propulseur. Ouais. Mais le désir était... Le désir était déjà là. Tu parlais à la contrainte. Ouais. Qui a tendance à te propulser. Ouais. Et quelque chose qui a été ajouté, je trouve, à tout ce qu'on a pu dire, c'est les sons ne remplacent pas. Oui. Les mots ne remplacent pas les sons. Ouais. Oui, et c'est ça la création, justement. Donc là, on peut dire c'est quelque chose, justement, qui s'organise autour du manque de mots, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas... Dans la musique, c'est un cas très particulier de manifestation artistique, dans le sens où, justement, c'est un son, c'est quelque chose qui est relié à la voix, mais justement, voilà, à l'objet voix, ce qu'on appelle l'objet voix en psychanalyse, mais complètement, en fait, l'objet voix épuré dans les silences et les sons sans mots.
C'est vraiment sans l'essence, sans la signification. Bon, ça serait un autre thème de discussion, mais c'est très... C'est une expression artistique très dans ce sens. Mais il y en a qui travaillent sur le sens en musique et je reviens sur ce que tu as dit. Tu as entendu de la relance. Je pense qu'il y en a en fait. En vrai, je crois que je vois ce que tu veux dire. Ah oui. Bon, quand on parle de la musique avec des paroles, c'est plus facile parce qu'il y a du texte. Mais même si on enlève tout le contexte, le titre et tout, et on se concentre juste sur les mots, sur les sons, il y a quand même une syntaxe de la musique qui, je sais pas, si on peut lui faire donner du sens vraiment, mais un sens intrinsèque, j'en sais rien. Enfin, moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Et d'ailleurs, tu parles, si on enlève le texte, le titre, d'ailleurs, le nom du morceau, c'est ça, tu nous en parles ? Je m'attendais à ce qu'on en parle. Ça s'appelle Montoi, c'est de l'espéranto, ça veut dire montagne au pluriel. Et j'avais envie d'un titre très sobre, justement, qui raconte une image, une photo, quelque chose d'assez neutre, qui puisse laisser la place à l'interprétation de chacun. Et voilà, ma petite blague, c'était le choix de l'espéranto. Je suis allé sur Google Translate. Et c'était parce qu'on parlait tous, parce qu'il y avait 5 nationalités différentes dans le band, donc je voulais un choix neutre. Oui, c'est ça, parce que quand même, sur ce morceau, est-ce qu'il n'aurait pas été... Enfin, tu dis qu'il n'a jamais été joué au concert, mais c'est compliqué quand même, parce que justement, enfin, de la contrainte, quand même, ça fait un objet presque impossible. Parce que organiser des répétitions avec une personne qui vit au Japon, une autre en Suède, une autre en Amérique latine, etc., c'est un projet fou. Ça va être compliqué de... Traditionnellement, c'était presque impossible. Ouais. Alors, en fait, là, il y a... je sais pas, c'est presque un objet impossible, mais pourquoi il existe pas? Mais Leandro Ragusa, il avait vraiment espoir de se faire une tournée internationale après ça. Mais moi, je partage pas... Je pense que je suis plus pessimiste sur ça. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse le jouer avec d'autres gens. Ouais, c'est vraiment un énorme pied de nez, quoi. Au moment où il est impossible de voyager, Mais c'était quand même, c'est ça, l'envie de faire des choses avec des gens, même s'ils sont loin. Moi, on parlait de ce que vous avez fait ressentir la musique, mais j'entendais du jeu comme ça aussi. Une valse entre les personnes. Enfin, bon, alors il y a c'est le côté tango évidemment, une valse. Mais c'est vrai, j'avais envie que tout le monde ait son petit moment dans le morceau, qu'on l'entende un peu, qu'on mette en valeur un peu tous les instruments qui étaient là. Il y a 7 personnes. Bon, il y a... inclus en vous. Comment ? 7 inclus en vous. Ouais. Et il y a un petit motif là qui fait ta 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 qui est un peu là tout le long, du début à la fin. Donc c'est un peu hypnotique comme ça. Et j'avais envie presque on oublie qu'il soit là, c'est-à-dire que des fois il est au premier plan, mais des fois il passe au second plan et il y a d'autres choses qui se passent par-dessus, mais il est toujours là quand même. Et pareil, il passe un peu, et tout le monde le joue à un moment. Donc c'est du jeu. Moi aussi, je l'ai entendu un peu, quand tu parlais tout à l'heure de relance, je l'entendais un peu comme une certaine insistance aussi en période de pandémie, une manière un peu de dire mais on est toujours là. On est toujours là. Et je l'ai entendu dire régulièrement que faire l'assemblage comme ça à distance, c'est titanesque comme travail. Il faut vouloir. Ouais. Je pense que c'est pour ça que c'était long. Mais on voulait très fort. Ah oui. Ouais. Ça,
véritable travail de carton. Oui, exactement. Ouais. C'est un travail de capter. Bon, je pense que c'est... Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Elodin. Merci. Merci.